Bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Hugo Courme, je suis directeur de projet technique chez Comity et je travaille, au sein de la Mobile Factory pour Louis Vuitton. La Mobile Factory, c'est une équipe de 15 développeurs qui, travaillent sur une dizaine d'applications mobiles et toutes les API et back-office associés à ces applications mobiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude que nous avons menée pour un de nos clients, retail, pour améliorer la résilience de son application. Par résilience, j'entends, la capacité d'une application à fonctionner, correctement, même en cas de perturbations imprévues. Et pour le dire autrement, il ne s'agit pas d'éviter les défaillances, mais d'accepter le fait qu'il y en aura et de travailler à réduire leurs impacts. L'objectif de la présentation est de vous montrer l'étude que l'on a faite et comment est-ce qu'elle peut être réutilisée dans des projets, similaires. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous donner un exemple d'un cas concret de problématique qu'on a pu rencontrer en production. On avait une application assez classique qui récupérait de la donnée via des API, qui elle-même récupérait sa donnée dans une base de données. Globalement, toute cette donnée était le cœur de l'application. Donc pour ça, on avait plusieurs instances de nos API. Comme ça, si une instance tombait, si une des instances tombait, les autres instances pouvaient prendre le relais. Même chose pour notre base de données. Si une instance tombait, on avait des réplicas et d'autres instances qui pouvaient prendre le relais. Ce qui n'avait pas été prévu, par contre, c'est que l'ensemble de l'infrastructure tombe suite à une erreur humaine où toutes les bases de données ont été supprimées. On n'a pas pu remettre un snapshot parce qu'on n'avait plus de base de données. Les scripts Terraform de l'infogérant étaient obsolètes et n'ont pas pu être rejoués. Donc on est passé finalement d'un problème qui aurait même pu ne pas en être un, à un problème qui a mis beaucoup de temps à être résolu. Peut-être qu'avec une étude comme celle que je vais vous présenter, et en tout cas avec une démarche résiliente, plus poussée, on aurait pu éviter ou limiter ce genre de problème. Donc pour la suite de la présentation, je vais vous présenter l'application qui est à l'origine de cette étude et ensuite les différentes étapes de l'étude, du constat jusqu'à la définition et la mise en place des améliorations. Donc l'application. On est sur une application qui est utilisée par les 15 000 vendeurs et dans les 450 magasins de notre client. Elle est utilisée quotidiennement, c'est l'outil en fait, de travail de nos vendeurs. Cette application va accompagner le vendeur dans tout le parcours de vente, en lui proposant un catalogue de produits, en lui donnant des informations sur ses clients, que ce soit de la recherche, via un historique d'achat, et en s'interfaçant avec les mécanismes de paiement, voire même en proposant du paiement directement depuis l'application. Tout ça, on fait l'application retail la plus critique de la maison. Pour en arriver là, on a dû relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, on a fait un MVP en 4 mois, entre juillet et octobre 2023. On a monté une équipe de 10 développeurs pour développer 2 applications, donc celle-ci que je vais vous présenter, et une autre application qui travaille avec elle, ainsi que 9 API et back-office qui vont alimenter ces 2 applications en données. On est totalement intégré dans le SI de notre client, et en plus de ces 9 API et back-office, on est aussi connecté à plein d'autres API qui sont fournis directement par le client. Et aujourd'hui, on est sur un mode de release de toutes les 2 semaines qui ramène un certain nombre d'enjeux aussi. Côté stack technique iOS, on est sur de l'iOS 16. On prévoit de passer en iOS 17 courant de l'année prochaine. On supporte toujours 2 versions. Et notre client, vu qu'on est sur une application interne, n'est pas encore passé en iOS 18. On est sur une application UIKit principalement, avec quelques éléments SwiftUI quand ça nous apportait un gain particulier. On est sur une clean archi assez standard. Côté fonctionnel, donc notre application est connectée à plein de services différents qui lui permettent de proposer des fonctionnalités autour des produits, de la gestion des stocks, des prix, une catégorisation, de la recherche, que ce soit de la recherche client ou de la recherche de produits, du paiement, et une gestion de panier, aussi gestion des clients. Donc, pour ce qui est de l'étude, tout a démarré avec un constat. Effectivement, on a l'application retail la plus critique de notre client. Notre client nous l'a bien rappelé à plusieurs reprises. Elle permet de réaliser des transactions. Elle a pour objectif, à terme, que la majorité des transactions soient directement réalisées depuis l'application. Donc, pour répondre à tous ces enjeux, on a des tests unitaires, on a de la QA, on a des tests de non-régression, on a plein de process qui nous permettent d'assurer une certaine qualité au quotidien. Néanmoins, ça reste une application qui est connectée à beaucoup de services.
certains développés par nous, certains développés donc par d'autres équipes. Et s'il y a un incident sur ces services, ça va se voir depuis notre application. Il y a aussi un enjeu de confiance vis-à-vis de nos utilisateurs. Chaque fonctionnalité, chaque service a sa documentation, mais on n'a pas forcément de vision globale de toutes les dépendances de notre application. Et en faisant un MVP en 4 mois, on s'est concentré forcément sur des cas principaux, et on sait que certains cas limites, notamment si les services sont KO, si on a de la donnée partielle qui est renvoyée, ne sont peut-être pas gérés correctement. Et c'est ça aussi qu'on veut vérifier. D'où la nécessité de lancer une étude. Donc la première étape, c'est de prendre un peu de recul et de regarder justement quelles sont toutes ces dépendances. Donc très rapidement, on voit qu'on a un certain nombre d'API. D'ailleurs, j'en profite, cette documentation un peu plus transverse, effectivement, elle a été assez utile dans le cadre de notre étude, mais elle a aussi été utile pour d'autres équipes, des équipes de sécurité, de support, de QA, même des nouveaux arrivants. Ça a permis de mettre en place une documentation assez transverse qui n'existait pas auprès de notre client. Donc une fois qu'on a nos premières API, nos dépendances directes, on voit que ces mêmes API, elles sont branchées à d'autres systèmes, elles ont elles aussi leurs propres dépendances. Et là, on commence à avoir un maillage qui peut être assez complexe. Et donc là, j'ai mis 2 niveaux, mais qui s'étend beaucoup plus. Le problème, c'est que si une de ces dépendances échoue, on peut se retrouver à avoir une sorte d'incidence en cascade, des répercussions en cascade, avec du coup un effet dans l'application qui reste à déterminer. Donc tout le travail pour tout tester est énorme. On a peut-être une dizaine d'API directes et peut-être une cinquantaine en tout de services à tester, voir comment est-ce que l'application va répondre si jamais il y a une perturbation, et même il y a plein de perturbations différentes. Et là encore, j'ai parlé que d'API, mais on a aussi des configurations réseau qui peuvent intervenir, ou plein d'autres éléments qui peuvent intervenir et être source de défaillance. Donc il a fallu réduire le scope. On a commencé en se concentrant sur un périmètre un peu plus restreint, de fonctionnalités qui touchaient aux fonctionnalités qui nous semblaient les plus critiques. C'était vraiment un focus assez arbitraire sur certaines API, mais au moins pour avancer, avoir une première étude, quitte à revenir dessus sur les autres dans un second temps. Ensuite, une fois qu'on a ce périmètre, il faut tester. Pour aller plus vite, on a commencé par tester directement depuis l'application, soit avec un proxy en simulant des réponses, soit directement dans le code, en changeant, forçant certaines réponses, dans le cas où on appelait certaines API. Ça nous a permis de travailler en silo, juste au sein de notre équipe, et d'aller relativement vite. Et en fait, rien que ça nous a permis d'avoir des retours assez intéressants. Notamment, on s'est aperçu que, dans un cas bien particulier, si une API ne répondait pas, l'utilisateur et l'application étaient complètement bloqués. On ne pouvait pas dépasser le chargement de l'écran, du premier écran. Donc en fait, là, on est dans un cas d'une défaillance qui est très problématique parce que l'application devient complètement inutilisable. On avait d'autres cas qui étaient peut-être un petit peu moins majeurs, mais juste cette étude sur la donnée simulée a été très intéressante. Néanmoins, ça reste pas suffisant et je pense que c'est intéressant de tester avec des vraies défaillances. Mais en faisant ça, il y a un certain enjeu. Quel environnement utiliser? Est-ce qu'on fait ça en pré-production, en production, sur un autre environnement d'intégration? Comment on fait pour onboarder toutes les équipes qui sont concernées par les tests qu'on veut faire? Si je coupe l'API développée par une autre équipe, donc eux-mêmes vont être concernés, mais tous les gens qui vont utiliser cette API vont aussi être concernés. Donc il y a une question de planning. Et quand on est dans une grosse DSI, ça peut être compliqué. Aussi, les précédents tests, globalement, c'est nous qui les avons faits. Ici, on voulait, pour des vrais tests de défaillance, faire intervenir la QA pour avoir des rapports de la même qualité que ceux qu'on a toutes les 2 semaines lors de nos releases. Donc ça a été assez long à mettre en place et à exécuter. Pour ce qui est de l'environnement, on a décidé de le faire en pré-production pour avoir une qualité de données suffisante. Et on a réussi à trouver une journée pour pouvoir faire nos tests pendant les vacances, pendant l'été, quand finalement quand il y avait moins de monde, moins d'usage, moins besoin de la pré-production, parce que le cycle de release était peut-être plus bas que d'habitude. En une journée, on a pu tester finalement 4 défaillances, 2 heures par défaillance. Pendant 2 heures, la QA a retesté toute l'application, les NRT ont duré de réexécuter, et ça a demandé beaucoup de travail derrière d'analyse. Donc une fois qu'on a ces résultats,
ont été assez intéressantes, nous ont permis de à la fois confirmer les simulations qu'on avait fait précédemment et aussi de les affiner et d'en détecter des nouvelles. Une fois qu'on a finalement tout un catalogue de tests et de résultats, on peut définir en fonction de ces résultats des améliorations. Nous, on en a identifié, on va dire, 4 intéressantes dans nos cas. La première, la plus simple, c'était de remettre des messages d'erreur plus précis dans certains cas, notamment pour indiquer à l'utilisateur quel a été le problème et comment potentiellement il peut le résoudre, ou du moins comment le remonter aux équipes de support pour mieux le qualifier et accélérer sa résolution. Aussi, ça permet d'éviter une certaine frustration qu'on peut avoir en cliquant sur un bouton et en n'ayant aucun résultat. On a mis en cache certaines réponses API, dans le sens où dans certains cas, il valait mieux avoir une donnée qui était ancienne que pas de données du tout. Une donnée un peu obsolète que pas de données. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va faire systématiquement, mais dans certains cas, pour nous, ça nous a permis de débloquer des situations. Et aussi dans le cas où l'utilisateur veut sauvegarder de la donnée, enregistre de la donnée, si la requête ne fonctionne pas, on n'a pas envie qu'il perde toute sa contribution. Donc pour ça, on a mis en place un mécanisme de retry automatique avec un dashboard dans lequel il peut voir toutes les requêtes qui ne sont pas exécutées, toutes les requêtes qui vont être rejouées, il peut les rejouer manuellement et il peut aussi en extraire les données pour lui-même les réinsérer dans un autre système. L'objectif, c'est de ne pas perdre ce que l'utilisateur a voulu contribuer. Ça ne marche pas pour tous les cas, mais dans certains cas, c'était assez intéressant. Côté infra, on a mis en place quelque chose d'assez similaire à un cache finalement. Donc, si certaines API ne répondaient pas, on redirigeait vers une donnée statique, du coup un peu plus obsolète, mais avec pour objectif de quand même fournir une donnée à l'utilisateur qui va lui permettre de continuer de travailler. Donc, certaines de ces mécanismes-là avaient déjà été mis en place. Dans certains cas aussi, ça manquait. Avec la vitesse avec laquelle on a mis en place l'application et le cycle de release qu'on avait, c'était assez intéressant de pouvoir prendre un peu de recul, de revoir tout ce qui avait été mis en place, est-ce qu'il n'y avait pas des trous dans la raquette quelque part, et du coup de les corriger le cas échéant, ou au moins de les avoir identifiés et pouvoir les prioriser, toutes ces améliorations, au moment où le client le juge opportun. En conclusion, vos applications vont avoir des incidents. Donc, de ce fait, il est important de développer une application qui va être robuste à ces incidents, ou en tout cas d'identifier les incidents qui peuvent arriver. Si possible, ces problématiques de résilience, il vaut mieux les anticiper directement lors de la conception. Après, si ce n'est pas le cas, une étude comme celle que je propose permet de rattraper le coup. Et ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de tester régulièrement. Un mécanisme de résilience que vous avez implémenté à un instant T, il n'est pas garanti que 6 mois plus tard, il fonctionne encore, surtout s'il n'est pas testé par la QA ou la non-régression. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ça fait un peu juste. On parlait dans le petit. Bonsoir. Attends, je parle où du coup? Ça marche pas? Ouais, c'est pour les bords. Ah, ok. Oui, ma question c'était, est-ce que par rapport à l'incident que vous avez eu et du coup ce que vous avez mis en place après, vous en avez tiré des enseignements, peut-être pour des prochains développements, des choses à faire dès le début? En fait, au moment où on a lancé les développements, on avait eu déjà cette démarche de résilience en tête et on savait qu'il y avait certaines données qui étaient très critiques et sur lesquelles il fallait mettre en place des mécanismes qui n'étaient pas forcément spécifiés par le client. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été mises en place. Et finalement, les cas qu'on a vus, qu'on a identifiés, c'était un peu des cas qui étaient passés à travers les mailles du filet. Et je pense que l'enseignement, c'est de prendre du temps pour vraiment faire les specs et réfléchir à ces problématiques-là. Et c'est vrai que dans le cycle du projet, certaines fois, on peut ne pas passer suffisamment de temps. Après, il y avait d'autres actions aussi, notamment le retry automatique. On l'avait en tête, on l'avait même proposé aussi au début du projet, et il n'avait pas fait partie des priorités à ce moment-là. Et en fait, le fait de relancer cette étude, ça nous a permis de vraiment repointer du doigt ce problème-là précisément,
Et ça l'a un peu remis au goût du jour. Ça nous a permis de le reprioriser pour l'implémenter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bonsoir. Donc là, dans votre présentation, c'est plus, vous avez beaucoup parlé des API, mais dans le cas, par exemple, d'un SDK qui plante, exemple Firebase pour remonter les crashs, ou tout ce qui est analytics plante au démarrage, du coup, qu'est-ce que vous avez prévu? Effectivement, si Firebase décide de planter et que ça n'a pas été vu lors de la QA des non-régressions, pour le coup, je pense que la meilleure option, c'est de faire un hotfix rapidement et de profiter du fait qu'on est sur une application interne et qu'on peut le faire en quelques minutes. Mais sur une application publique, je serais très curieux de savoir si d'autres personnes ont eu ces problématiques-là et comment ils les ont résolues. Donc, il y en a eu qui a crashé en prod et qui a fait crasher donc beaucoup d'applications. Après, ça peut être résolu aussi par des feature flags à distance et bloquer l'analytics ou le démarrage de Firebase aussi. Voilà. C'est vrai. Une dernière question. Donc bon, super, merci Hugo. Merci.